tech. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet très important qui est l'impact de l'intelligence artificielle sur la démocratie. D'autant qu'Emmanuel Macron, on en a parlé aujourd'hui, nous a gratifié d'un discours sur la liberté, les réseaux sociaux et l'information. Et donc, tu es un expert, entre autres choses, en technologie et ses implications et ses effets sur la société. Alors, pour commencer, comment est-ce qu'on peut situer ce lien entre technologie et démocratie ? Alors, c'est important de recentrer le débat parce qu'il y a 15 jours, avec Pedro, on avait fait une chronique sur l'intelligence artificielle. En gros, qu'est-ce que c'est le b.a.-ba de ce que c'est que l'intelligence artificielle et l'algorithmique et les impacts qu'elle va avoir dans la société en général, sur la totalité de la société. C'est-à-dire, on va discuter d'intelligence artificielle et de démocratie, d'intelligence artificielle et de défense, d'intelligence artificielle et d'éducation, etc., etc. Donc, il faut bien circonscrire la discussion d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce que produit déjà l'intelligence artificielle dans le processus démocratique, c'est-à-dire la participation des citoyens à la vie démocratique, aux prises de décision publiques, c'est ça, hein, le sujet d'aujourd'hui. Donc évidemment, par exemple, l'éducation a un rôle énorme dans le processus de participation du citoyen et dans le fait que le citoyen soit éclairé dans ce processus de participation, qu'il sache quels arguments amener, qu'il ait un esprit critique. Tout ça, l'éducation a un rôle absolument énorme dans le processus démocratique de fait, mais c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. Donc ça, ce sera l'objet d'une autre chronique, c'est justement l'impact de l'intelligence artificielle sur nos intelligences individuelles et collectives et sur l'éducation nationale et sur les cycles d'apprentissage, etc., etc. Ça fera l'objet d'une autre chronique. C'est un sujet complet. Donc là, on est vraiment sur le processus démocratique en tant que participation citoyen au débat collectif de façon politique. Alors moi, j'avais... quand tu me présentes comme un expert, les gens forcément s'interrogent. Pourquoi ? Alors moi, j'ai passé 7 ans en Inde pour mettre en place l'état civil biométrique indien. Donc on a pris les 2 iris, les 10 empreintes digitales et la reconnaissance faciale de la totalité de la population indienne. Donc effectivement, c'est moi qui ai dirigé ce projet pendant 7 ans pour le groupe Safran à l'époque. C'est moi qui l'ai mis en place, moi qui ai ouvert les usines là-bas. Donc je suis effectivement très bien placé pour discuter de numérique dans la société civile, puisque le système dit Aadhaar, qui veut dire fondation en hindi, qui existe depuis 2009 maintenant en Inde, et la base, c'est justement la fondation de tout ce qui se passe en Inde, soit de l'ouverture d'un compte en banque à la prise d'une cantine, à l'obtention d'un diplôme, à l'achat d'un bien immobilier, et évidemment au vote, à la participation démocratique, etc., etc. Donc c'est un sujet qui est très important en Inde, c'est un sujet qui devient très important en Angleterre aussi, on va en parler. Alors en gros, si tu veux, le principal, il y a les risques et les apports que peut faire apporter l'intelligence artificielle. En gros, les zones dans lesquelles elle va être le plus important, ça va être évidemment la participation numérique. Et l'OCDE considère que ça peut potentiellement, et là je cite plus ou moins de mémoire, renforcer non seulement la confiance dans l'administration, mais aussi dans la démocratie. Il y a une opportunité là-dessus, sachant qu'il y a une perte de confiance. C'est pas intuitif. On se dit, attends, au contraire, avec les fake news, ça ne devrait pas du tout. Bon. Mais parce que ça va donner aux citoyens de véritables possibilités de donner leur avis. Donc aujourd'hui, tu sais, on a un vrai problème en France, notamment il n'y a plus de référendum. On parlait de Sarkozy en prison, mais il n'y est pas pour rien. Et il n'y a plus de référendum, il y a des fausses conventions citoyennes, il y a des faux grands débats, etc. Le développement des capacités numériques et des capacités d'intelligence artificielle peut enfin permettre d'avoir des vraies possibilités d'élargir la participation politique à l'ensemble des citoyens. Et ça existe déjà dans certains pays. On va en parler cas par cas pour promouvoir un petit peu les exemples. Alors d'un autre côté, évidemment, il y a un risque de fake news, et ça on va en revenir. Mais surtout, il y a un risque de concentration du pouvoir dans les mains de quelques acteurs privés, puisque les GAFAM, tu sais, Google, Amazon, Facebook, etc., ont été en fait remplacés maintenant par les GOMAX. Donc c'est toujours Google, mais maintenant c'est Oracle, Microsoft, OpenAI, Amazon, X. Et évidemment, tu as les Chinois de leur côté, avec Tencent, etc. Et donc, c'est à double tranchant. Donc, ça peut effectivement enrichir le débat démocratique, mais ça peut aussi créer des vulnérabilités gigantesques. Alors, si on prend du côté, c'est quoi les principaux atouts de l'IA pour les démocrates, pour la démocratie ?
Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que ça peut aider vraiment à deux choses qui peuvent paraître contre-intuitives quand on en parle, mais vraiment, c'est à nouveau analyser et diffuser plus facilement l'information, puisque l'IA a la capacité de trier, de filtrer et de synthétiser d'énormes quantités d'informations, et ça peut vraiment aider à réduire les obstacles à la communication, et ça peut favoriser, ce qui paraît aussi complètement contre-intuitif, la transparence de l'administration. Alors ça, c'est assez. Alors par exemple, je vais te donner un exemple. L'outil américain, le gouvernement américain a un outil d'IA qui passe en revue automatiquement tous les documents classifiés, qui va permettre d'accélérer leur publication. Parce qu'ils ont tu sais, un truc qui s'appelle le FOIA, qui est la loi. Tu as le droit, dans le cadre de la liberté d'information, de demander des informations classifiées qui ont été déclassifiées. Et donc ça va vachement ça va vraiment faciliter. Alors, tu as des plateformes citoyennes aussi mises en place à Washington, par exemple, ça s'appelle DC Compass, qui aide le public à poser des questions sur des données publiques de la ville et qui va obtenir des réponses personnalisées. En Grèce, tu as un projet d'IA qui retranscrit automatiquement les réunions des conseillers locaux et qui facilite comme ça, tout est retranscrit, et ça facilite l'accès aux archives, aux données des institutions. Et à un point que, quand tu cherches maintenant un document public ou dans une bibliothèque, ça va 5 à 6 fois plus vite qu'avant. C'est vraiment, pour le coup, le plus est gigantesque. Et ça permet, si tu veux, d'augmenter largement ce que les Anglais appellent de l'accountability, c'est-à-dire la rémission de compte, c'est en fait de la redevabilité de la part des gouvernements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu es Mediapart et que tu bénéficies d'un outil comme ça n'aurait pas pris autant de temps pour obtenir des tas de choses très douteuses sur la plupart de. Enfin, il serait débordé. Mediapart serait débordé. Voilà. Donc, un jour ou l'autre, la France mettra en place cet outil et Mediapart sera complètement débordé. Tu vois, à Madrid, par exemple, ça pourrait être pas mal qu'on ait le même outil en France. Ça existe à Madrid, ça existe en Autriche. Tu as des outils qui sont basés sur des logiciels d'open source qui aident la population à regrouper et à élaborer des décisions pour la ville, mais aussi à co-décider sur les décisions d'urbanisme. Ça, c'est assez génial. Tu as des discussions sur l'émergence de consensus pour les questions environnementales qui existent en Uruguay, en Nouvelle-Zélande, aux Philippines, aux États-Unis. Enfin, le fait d'améliorer la possibilité de consultation collective, c'est-à-dire tu peux poser des questions à des centaines de milliers de citoyens, tu vas avoir des tas de réponses différentes, et l'IA va t'aider à regrouper les grands thèmes et les grandes catégories de réponses et arriver à un consensus collectif. Ça aurait été parfait si ça avait été utilisé. Alors ça a été, quand je te dis ça aurait été parfait, les fameuses conventions citoyennes, le grand débat, etc., les cahiers de doléances, figure-toi que l'IA a été, alors ce qui ressemblait un peu à l'IA à l'époque, a été utilisé. Ça n'a évidemment pas été mis au service du public, ou en tous les cas, si tu arrives à trouver comment, la félicitation, je pense qu'il doit y avoir un espèce de labyrinthe pour arriver enfin au bouton, vous cherchez la réponse, au truc. Mais voilà, donc il y a énormément de cas comme ça, si tu veux. Et alors, au Chili, par exemple, il y a une participation citoyenne offerte par le Sénat et un processus de délibération en ligne. C'est comme si, par exemple, on a beaucoup de commissions sénatoriales en France. Tu vas passer Arnaud Montebourg, tu vas passer les grands patrons, tu vas passer en positif ou en négatif. Mais là, les Français pourraient participer directement. Il pourrait y avoir, tu pourrais être en live, avoir un chat. Tac, 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 tac. Alors, tu vas avoir un tombereau de saloperies comme à chaque fois que tu ouvres tout au grand public. Tu sais, c'est l'égout à ciel ouvert que représente Twitter et X aujourd'hui. Mais justement, l'IA va te permettre d'écrémer tout ça et filtrer les questions pertinentes, les points d'interrogation pertinents, et les proposer directement à la commission en disant, en fait, il y a ça qui sort, etc. Est-ce que vous y avez pensé? Et ça pourrait être assez formidable. En France, le comité économique, social et environnemental, tu sais, qui avait organisé une convention citoyenne sur la fin de vie, a utilisé alors je ne sais pas ce que ça a donné, pour être tout à fait honnête, mais a utilisé l'IA panoramique, qui était développée par Mec.org, qui est une association française, et c'est basé vraiment sur de l'open source complètement. Le Parlement européen utilise des outils d'IA, ça s'appelle Archibot, qui permet aux citoyens d'interroger en langage naturel presque 100 000 documents d'archives. Donc aujourd'hui, ça devient plus accessible. C'est pareil en Grèce. La Grèce le fait beaucoup. Tu as beaucoup de. En Finlande, ils font de la co-conception urbanistique avec l'IA et avec les citoyens. Donc pour le coup, il y a énormément de cas où l'IA est utilisée pour faciliter la participation citoyenne. Et c'est vrai aux Pays-Bas, c'est vrai au Brésil, c'est vrai vraiment un peu partout aux États-Unis. Ça l'est moins chez nous quand même. Hein. Je trouve que c'est. Alors, ça peut évidemment aider à lutter contre la participation au débat public, mais ça va aussi aider
améliorer les services publics, les déclarations fiscales, les demandes d'allocation d'aide sociale, le calcul de prestations, etc., etc. C'est très important. Ça va accélérer les démarches, ça va alléger les travaux bureaucratique. Donc c'est potentiellement, si tu veux, c'est potentiellement, il y a énormément de choses vraiment positives que peut offrir l'IA. On peut arriver, si tu veux, à une forme de démocratie augmentée si on offre aux citoyens les outils pour mieux s'informer, pour mieux s'exprimer et pour mieux interagir avec les représentants. Ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait fonctionner. Donc c'est en cela que l'IA peut avoir un rôle très important dans le processus démocratique. Et en ce qui concerne la justice prédictive, il y a des choses dans ce domaine. Oui, alors tu as raison, c'est pas ça pas un peu Minority Report? Ça fait peur, hein. Ouais, non, c'est vrai, ça fait peur. Oui. Alors, en fait, là, il y a les précogs, tu sais, les trucs. Alors, moi, j'ai travaillé là-dessus dans une société de virtualisation machine, ce qui est la base même du cloud et enfin des capacités de puissance de calcul. Sans machine virtuelle, tu peux pas. Et on proposait à des services de police dans le monde entier des capacités de calcul qui leur permettaient de mettre dessus des logiciels de prédiction de crimes, et notamment de réussir à prédire quand est-ce où et quand aura lieu le prochain cambriolage, ou la prochaine agression en fonction de ce qui est déjà arrivé, de l'analyse des réseaux sociaux, de l'énervement, de trucs, tout ça. Et là, c'est de la prévention criminelle, c'est pas de la justice. Je réponds un peu à côté de ta question, mais la gendarmerie française, par exemple, a développé en open source, la gendarmerie française, un logiciel de prédiction des prochains cambriolages qui est extrêmement puissant et qui marche pour le coup vraiment pas mal. Je l'ai vu tourner, c'est plutôt bien. Dans le domaine de la justice strictement, c'est compte tenu de la quantité colossale de décisions de justice, de documents à traiter, machin, etc. L'IA ne peut faire qu'accélérer, bien sûr, la procédure judiciaire. Donc ça, c'est fatalement une bonne chose, c'est évidemment une bonne chose, accélérer la prise de décision. Ça aide à uniformiser les décisions aussi, et ça aide à détecter les anomalies. Donc, donc ça, c'est vraiment important. Donc voilà, moi je pense que c'est quelque chose de potentiellement positif dans la justice. Alors effectivement, il y a un côté Minority Report parce que tu as toujours un risque aussi, tu n'as pas que le côté Minority Report d'automatisation de la décision contre laquelle tu sais pas quoi dire, tu sais pas comment te défendre et un avocat pourra pas t'aider. Mais je pense qu'il faut surtout voir, dans notre pays où les procédures judiciaires sont incroyablement longues. C'est pour ça que tout le monde se choque que Nicolas Sarkozy ait été mis en prison alors qu'il a fait appel. Bah oui, parce que les procédures sont tellement longues qu'au cas où, tu le mets en prison. Et après, c'est pas complètement idiot. Et tous les justiciables finissent en prison, même s'ils ont fait appel. C'est pour des peines de plus de 1 ou 2 ans, je crois. Donc ça, je crois que c'est pour les peines de plus de 2 ans. Ça me paraît absolument pas choquant. Tout ça pourrait être tout à fait sorti du débat public, enfin sorti de la problématique collective, si tout simplement les procédures juridiques allaient beaucoup plus vite. Et avec l'aide de l'intelligence artificielle, le traitement des fichiers, des éléments serait absolument colossal. Je reviens juste une seconde sur les cas d'usage, disons, positif de l'IA dans les gouvernements. Le plus spectaculaire aujourd'hui a lieu en Europe. Le truc le plus incroyable qui soit aujourd'hui a lieu en Europe, c'est en Albanie, puisque le 11 septembre 2025, une intelligence artificielle est devenue ministre. Donc, elle s'appelle Diela, et elle est entrée au gouvernement le 11 septembre 2025. Elle est ministre chargée des marchés publics. Et elle est vraiment en activité, et c'est vraiment un ministre en activité, et c'est pour lutter contre la corruption. Et le Premier ministre, Edi Rama, l'a mis en place, c'est assez singulier. Et ce qu'il y a d'encore plus singulier, figure-toi Georges, c'est que cette IA est enceinte. Et elle a fait 83 enfants. C'est pas du tout une blague, elle est enceinte, elle a fait 83 enfants. Et les 83 enfants sont des agents IA qui sont là pour aider les députés socialistes au Parlement albanais. Et je cite Edi Rama, le Premier ministre albanais, « Ces enfants leur serviront d'assistants, participeront aux séances parlementaires, prendront les notes sur tout ce qui se passe et informeront et conseilleront les députés sur leurs réactions. » Donc là, on est sur quelque chose d'assez étonnant. Tu vois, il y a un ministre virtuel
qui est une IA en Albanie. Ça peut peut-être nous encourager à réfléchir sur pourquoi pas, des secrétaires d'État qui soient des intelligences artificielles avec évidemment des agents humains qui surveillent autour. Mais si quand tu vois Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation, dont la seule préoccupation est de dégenrer la frise du Panthéon, alors qu'il y a quand même 2-3 petites priorités autres que sa petite communication personnelle en tant que ministre. L'éducation nationale a quand même d'autres sujets qu'elle doit résoudre que le dégenrage du Panthéon. C'est vrai que c'est assez terrible quand on voit, alors Nicolas Sarkozy t'en a parlé, mais moi je pense à ce cas de cette pauvre femme qui était adolescente et qui a été violée par plusieurs personnes. Le procès a duré 9 ans. Aucune chance de se sortir de ta situation de victime. Tu revis tout le temps, et puis 9 ans après. Enfin, bon, c'est vrai que on manque quand même d'effectifs dans les services de justice. Et ce que tu dis de ce ministre IA me fait penser à une saga du grand auteur de science-fiction Orson Scott Card. Ah oui. C'est la Coming Saga, ça s'appelle le cycle des terres d'origine, où en fait le monde est dirigé par un truc qui s'appelle la super âme, Oversoul. Les êtres humains sont créés un sort de dieu IA, et puis ils gèrent les choses mieux, enfin voilà, en rassemblant les données, et puis ils prennent les grandes décisions. Bon, c'est peut-être, mais bon, ça va peut-être introduire la question suivante, la partie suivante. Puisque tu as montré les effets positifs pour la démocratie, c'est quand même très intéressant. Maintenant, c'est quel risque pour la démocratie, la vie publique, c'est la principale menace de l'IA pour la société et spécifiquement sur les démocraties. Alors là, vraiment, voilà, ça c'est un point important, puisque tu vois, on peut arriver, on le voit, nous, on l'a vu, nous, tous ensemble collectivement, quand on est allé ensemble sur cette liste, nous le peuple, on a vu à quel point la volonté de créer un État supranational était ancrée dans les élites, poussée par toute la machine médiatique, et que vraiment il fallait un État supranational parce que ces crétins d'Européens, ce peuple idiot et bêlant n'a pas compris qu'il fallait nous laisser préserver l'argent et le pouvoir. Donc cette espèce de nouvelle aristocratie technogestionnaire et financière qui a décidé que nous, le peuple, il fallait vraiment s'essuyer les pieds sur nous, on va utiliser un État supranational. Pas mieux que l'intelligence artificielle pour ça. Donc c'est le fameux bouquin de Jacques Attali, Demain qui gouvernera le monde, avec la capitale mondiale au hasard à Jérusalem, et évidemment avec une intelligence artificielle pour permettre de gérer, c'est vraiment dans son bouquin, pour permettre de gérer les problèmes de plus en plus complexes à l'échelle mondiale. Alors évidemment, l'excuse, c'est toujours environnemental, c'est toujours environnement, santé, sécurité. Tu vois, t'as pas envie que ton enfant crève d'une pneumonie, tu veux pas que ta fille se fasse violer, et t'as pas envie de finir dans un tsunami. Bah non. Donc tu dis merci l'IA. Voilà. En fait, bon, tout ça va en conjonction avec une vision plus générale qui est très poussée par la gauche française, qui est quelque chose d'extrêmement dangereux, c'est le fait d'arriver vers un revenu universel unique, si tu veux. Donc ça veut dire que tu vas être totalement aux mains de ton gouvernement, puis ensuite d'une Union européenne qui te versera des subventions quand elle a envie, et peut-être même d'un gouvernement mondial qui te payera ou qui décidera d'arrêter de te payer. Donc tu seras vraiment une victime enfin, tu seras la petite créature d'une machine aux mains de gens qui ne savent même plus qui tu es, qui s'en foutent complètement, mais derrière, il y aura toujours des gens qui en profitent largement, mais ce ne sera pas toi. Et on va te verser gentiment un petit revenu universel pour que tu sois toujours devant ton Netflix ou ton métavers, ou peu importe, que tu sois de plus en plus décérébré. Et que tu serves en fait de bétail. Donc là, c'est vrai, il y a énormément de dystopies qui vont dans ce sens-là, qui ont déjà expliqué ce risque-là. Ça a été fait de façon assez globale et assez massive par Hollywood, par des auteurs de science-fiction remarquables européens et autres. Et donc il y a un risque absolu d'arriver effectivement vers une société ultra autoritaire. C'est ce que raconte d'ailleurs son nom va me revenir, cette brillante Amar
Asma, ça m'embête de pas trouver son nom, mais une jeune française qui parle beaucoup et qui a sorti Cyberpunk il y a pas longtemps, qui a sorti Technodictature il y a pas longtemps, et qui analyse tout ça très bien. Tu as Eric Sadin qui analyse aussi tout ça très bien. Eric Sadin, lui, il va plus en profondeur sur les problèmes sociétaux majeurs, sur les problèmes même moraux, humain que pose l'intervention de l'IA dans la vie de tous les jours. Mais pour se recentrer sur le cas de l'IA et de la démocratie, donc tu as bien sûr ce risque de pseudo-gouvernement automatisé par une technogestion gérée, mais gérée par qui ? Gérée par non plus les GAFAM, mais les GOMAX. Et ça, c'est un sujet de souveraineté digitale sur lequel on reviendra après. Mais bon, alors évidemment, aujourd'hui, puisqu'il faut se projeter, mais si on est sur le aujourd'hui, le risque majeur, c'est la surveillance de masse. Ça, c'est une évidence. Ça va ensuite arriver à la manipulation de masse, mais c'est d'abord la surveillance de masse. Alors, ça, on a une convention internationale du Conseil de l'Europe. Alors, là, pour le coup, l'Europe, pour une fois, joue un peu son rôle. Donc, on a une convention internationale du Conseil de l'Europe qui met en garde contre l'utilisation de l'IA à des fins répressives, et notamment l'usage des caméras et des drones intelligents. Ça, c'est quelque chose qui maintenant est géré normalement au niveau européen. Enfin, c'est sanctionné au niveau européen. Tu n'es plus supposé mettre des caméras avec de l'IA derrière sans autorisation. Le deuxième risque, évidemment, c'est la manipulation de l'opinion publique grâce au big data, aux techniques de l'IA. Tu micro-cibles des électeurs. Évidemment, l'affaire Cambridge Analytica vient à la tête de tout le monde, vient à la mémoire de tout le monde. Tu sais, dans les années, je crois que c'était 2016 ou 2019, ils avaient micro-ciblé les électeurs potentiels pour Donald Trump et envoyé des publicités qui leur permettaient tu as évidemment tous les faux contenus qui deviennent très effrayants, parce que là, tu peux même arriver à une future élection qui sera complètement truquée par l'image. Alors évidemment, le risque fondamental, c'est que la société se fragmente de plus en plus, que l'espace public disparaît progressivement, puisque les différentes composantes de la population ne partagent plus les mêmes informations. Ça, il faut se rappeler que une démocratie, c'est pas juste le fait d'aller voter. Eric Sadin le dit très bien, mais Hannah Arendt le disait avant lui. C'est pas juste le fait d'aller voter, c'est de partager des référents qui sont communs. Donc à partir du moment où les référents sont plus communs, on n'est plus d'accord on n'a plus les mêmes informations, et surtout on n'est plus du tout d'accord sur rien. Alors là, si on partage plus les mêmes informations, ou si on n'est plus d'accord sur rien, sur les fondamentaux, la délibération collective, elle ne peut plus avoir lieu, puisqu'on s'entend plus sur les faits, et donc l'exercice de la citoyenneté, c'est-à-dire la participation d'individus libres au débat collectif via l'échange d'arguments, ça devient de plus en plus difficile. Donc l'IA mis à la disposition des grands acteurs numériques et de la désinformation, ça crée un risque tout simplement de disparition claire et nette de la citoyenneté elle-même. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fondamental à avoir en tête. Alors tu as évidemment le risque de l'opacité, c'est-à-dire que tu sais jamais comment fonctionne l'IA, c'est assez bizarre. Les prises de décision de l'IA sont c'est pas absolument flagrant, même ceux qui les créent, qui fabriquent, qui développent les intelligences artificielles, parfois ne comprennent pas du tout comment est-ce qu'elles se fonctionner. Donc il faut impérativement avoir une transparence là-dessus. Alors, je vais te donner un exemple. Amnesty International a révélé que la CAF, la Caisse d'allocation familiale française, a utilisé un algorithme de détection des fraudes qui ciblait en particulier les personnes en situation de précarité. En situation de précarité, ça ne veut pas dire qu'elle ciblait les personnes d'origine immigrée. C'est-à-dire qu'elle ciblait les handicapés, elle ciblait les femmes seules, et elle ciblait les habitants des quartiers modestes. Donc, ça rendait systématiquement suspect les familles monoparentales, le travailleur pauvre, et donc évidemment le principe d'égalité était brisé. Aux Pays-Bas, tu as eu un algorithme qui a été utilisé par l'administration fiscale pour vérifier le risque de fraude, qui lui a carrément été jugé xénophobe. Ça a fini par, puisqu'il a viré l'allocation familiale de milliers de familles d'origine immigrée, et ça a fini par aboutir à la démission du gouvernement en 2021. Donc l'étude canadienne, tu as une étude canadienne qui est reprise par Amnesty également sur un système d'algorithmique sur les aides sociales aux États-Unis, qui a fait comme aux Pays-Bas, et qui a dégagé des aides sociales des milliers de familles injustement, et qui se sont retrouvées poussées à la faillite voilà. Enfin, il y a un paquet d'exemples concrets. Si tu veux, je peux t'en donner plein d'autres. Oui, les exemples, c'est toujours récent, parce que ils sont très parlants.
face à tous ces enjeux, que font les institutions, comment elles se positionnent par rapport à ça, et qu'est-ce qui ressort de la société civile, protéger la démocratie, est-ce que c'est même possible? Alors, oui, on se demande, parce que si tu veux, il y a une course de vitesse qui est entre justement ces grands fabricants d'intelligence artificielle qui, eux, veulent prendre les marchés, capturer les marchés le plus vite possible, donc qui veulent surtout pas de régulation, donc qui, eux, favorisent plutôt une communication vers le libertarianisme. Hein, tu vois, donc, je sais pas, d'ailleurs, tu le remarques à l'écran, tu le vois, hein, la publicité qui est faite des libertariens en ce moment, elle est quand même assez énorme. Tu as Louis Sarkozy qui va interroger Javier Milei, comme si c'était le nouveau pape, le futur prix Nobel d'économie. Je parle de Javier Milei. Hein. Parce que c'est un libertarien. Elon Musk pousse le libertarianisme. Peter Thiel, enfin tout ça sont des fanats du libertarianisme. Tu as un courant qui est intellectuel qui est derrière Donald Trump, auquel Donald Trump n'est pas d'ailleurs sensible lui-même. Hein. C'est juste parce que il faut bien qu'il écoute un peu les hyper riches chez lui, donc notamment les technopapes. Et tu as un courant qui est celui des Lumières sombres, c'est de Curtis Yarvin, etc., qui eux veulent un libertarianisme chimiquement pur, et ils veulent remplacer, c'est assez drôle parce qu'ils veulent un retour à la monarchie, en fait. Mais ils veulent un retour à la monarchie au sens américain du terme. Les Américains ne savent pas ce que c'est que la monarchie parce qu'ils n'ont jamais vécu en monarchie. Ils voient la monarchie comme le pouvoir aux mains d'un seul homme, et des grands féodaux qui gèrent. Donc pour eux, ça leur paraît sympa. Et comment est-ce qu'ils le transcrivent dans la conceptualisation qu'ils en font aujourd'hui à travers les Lumières sombres? C'est qu'ils veulent que le chef de l'État soit en fait une espèce de PDG avec un conseil d'administration, voilà, ça s'arrête là, qui gère un peu le pays, les fonctions régaliennes, et qui fout impérialement la paix à tout le monde, et c'est-à-dire qui laisse gentiment les GAFAM se développer de façon tout à fait libre. Donc tu le vois, c'est déjà là, c'est-à-dire qu'ils sont déjà, les Gomax, hein, les Google, les Oracle, les X, les Facebook, les Meta, les trucs, te diffusent du contenu qui fait que tu commences à regarder le libertarianisme comme quelque chose de bien. On critique, on dit voilà, l'Amérique et la Chine produisent et inventent, et l'Europe régule. Tu sais, c'est un espèce de gimmick qu'on a tous en tête maintenant, parce qu'on n'a pas arrêté de nous le répéter. Mais en fait, c'est pas vrai du tout. C'est tout simplement complètement faux. Il n'y a absolument aucune raison de ne pas réguler en même temps qu'on innove. Pardon, mais on l'a toujours fait. Quand on a commencé à développer le nucléaire, on ne s'est pas dit, allez les gars, on teste dans tous les sens, on envoie ça sur la population pour voir le truc. Nous, ce qu'il nous faut, c'est la part de... Non, c'était régulé. Donc, il faut être attentif à ça, parce que le risque numéro un, c'est la course de ces géants de la tech qui veulent vraiment choper des parts de marché à tout prix. Pendant que nous, citoyens, sommes protégés uniquement par l'État, et ça c'est l'importance de l'échelon national, c'est qu'il n'y a qu'une nation qui peut te protéger, hein, donc il faut que cet appareil national soit capable de nous protéger, et effectivement, c'est pas gagné. Alors là, si tu veux, tu as l'Europe, là, pour le coup, et ça va à nouveau faire un petit peu son métier là-dessus, puisque au niveau international, ce sont les seuls qui ont réagi de façon légale avec, tu sais, la réglementation sur l'intelligence artificielle qui a été adoptée le 13 juin 2024, hein, le AI Act, et c'est le premier grand cadre légal mondial pour l'IA. Hein. Et alors l'idée, évidemment, c'est de classer les applications d'IA par niveau de risque et d'interdire certaines pratiques, c'est déjà bien, jugé inacceptable. Alors ça, par exemple, la notation sociale est strictement interdite, hein, sur les critères de comportement, d'opinion. L'IA Act exige également la transparence, hein, les systèmes à haut risque comme les loyers, mobilité, justice, etc. sont soumis à des règles strictes de documentation et de contrôle humain, et les développeurs doivent fournir des explications sur le fonctionnement des algorithmes. Donc ça permet de respecter un peu les valeurs européennes et les droits fondamentaux. Alors c'est pas assez, c'est pas suffisant, mais c'est déjà bien, et ça irrite alors au plus haut point les Gomax, enfin les GAFAM, mais il va falloir s'habituer au truc Gomax. Vraiment, ça les irrite au plus haut point. Hein. Ils n'aiment pas ça du tout. Tu as les 46 pays aussi du Conseil de l'Europe qui ont adopté en mai 2024 une convention cadre sur l'IA. C'est un peu du bullshit, c'est un peu du blabla, parce que c'est simplement pour dire que la technologie doit être soumise aux droits de l'homme et à l'état de droit. Ouais. Après, s'il n'y a pas de sanctions, ça ne sert à rien d'emmerder le monde avec ça, mais heureusement, l'AI Act a mis en place des sanctions. Alors en France, il y a une loi pour une république numérique qui date de 2016, c'est tout de même pas aujourd'hui, donc ça fait longtemps que nos cerveaux iraient... Comme disait Carlos Ghosn lors d'une intervention il y a quelques jours sur un réseau social, il disait en France, il y a de gros cerveaux, il n'y a aucun problème. Donc, tu vois, dès 2016, on avait anticipé le risque de l'algorithme public et de l'IA, donc on a vraiment de beaux cerveaux. Après, c'est l'exécution qui pêche. Donc malheureusement, il faut mettre en place les sanctions. Là, c'est moins évident. Donc l'idée, évidemment, c'est que dès qu'un calcul informatique sert
à prendre une décision administrative ou publique, il faut que le citoyen puisse comprendre comment cette décision est prise, il faut qu'il puisse avoir un recours. Je ne suis pas certain que ce soit déjà en place, mais bon, écoute, on va voir. Bon, il y a un observatoire des algorithmes publics au sein du gouvernement français, mais c'est un observatoire de plus. Est-ce qu'il a du pouvoir, est-ce qu'il est efficace, on ne sait pas. Et ça observe que les algorithmes publics. Il y a des algorithmes moins publics qui sont beaucoup plus embêtants, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, il y a une loi, évidemment, qui date de 2024, qui essaie d'étiqueter les images et les contenus sur l'IA, mais enfin ça paraît difficile. Et le Sénat, en 2025, a rendu des rapports sur l'intelligence artificielle dans l'éducation et les collectivités locales. Donc c'est un sujet qui est pris en compte, mais ce qu'il faut vraiment, c'est que ça se concrétise. Alors, on a de la chance d'avoir une société civile qui est active en France sur le sujet. Tu as la Quadrature du Net, notamment, qui a porté plainte contre l'algorithme de la CAF. Tu as Algorithmic Watch et l'initiative européenne qui s'appelle People, Demand Transparency, qui sont très, très actifs. Tu as l'Université de Montréal qui a proposé un cadre d'action pour se prémunir contre l'IA. Alors, leur cadre d'action, il est pas sûr qu'il soit une grande efficacité. Il parle de moderniser le cadre réglementaire avec l'adoption de règles claires encadrant l'IA en période électorale. Bon, ok, ça paraît logique. Code de conduite sur l'utilisation de l'IA par les partis politiques, ça c'est pas idiot, parce que tous les partis politiques utilisent l'IA et il n'y a absolument rien qui encadre cette utilisation. Mise en place d'équipes indépendantes pour surveiller l'intégrité électorale et préparer des plans d'intervention publique en cas de menace alimentée par l'IA sur les élections. Donc ce que tout le monde a en tête, c'est qu'en fait, il y a cette espèce d'obsession de le grand méchant russe qui va manipuler les élections. Mais il y a bien d'autres dangers que ça. Donc c'est la création d'un groupe international pour sauvegarder les élections. Bon, ok. En France, en 2024, il y a eu beaucoup de rassemblements autour de ces sujets. On a eu les sommets IA, le contre-sommet organisé par Éric Sadin qui était intéressant. Mais bon, effectivement, le président de la République, Emmanuel Macron, prend ces sujets. Alors, en tous les cas au sérieux, je ne sais pas si c'est suivi des faits, mais il a fait un groupe avec mec.org, Sciences Po, la Sorbonne Université et le CNRS, qui font des communs démocratiques, c'est encore un mot qui ne veut rien dire, mais bon, et qui est un programme de recherche mondiale pour une IA éthique au service de la démocratie. Bon, on va voir. Alors, c'est très bien, on fait des recherches, mais je pense qu'il faut surtout... Alors, l'UNESCO publie des recommandations, la CNIL publie des recommandations, tout le monde publie des recommandations, mais si tu veux, en attendant, on a quand même constaté on peut pas s'empêcher de constater plein de dérives. Moi, il y en a une qui m'amuse beaucoup. Je sais pas si tu avais entendu parler de ça, mais il y en a deux qui sont assez marrantes. Lors de primaires démocrates dans le New Hampshire aux États-Unis, des électeurs ont reçu des appels téléphoniques de Joe Biden. Le mec, ah bon? Et c'était Joe Biden en train de leur dire « faut pas aller voter, c'est pas une bonne idée, n'allez pas voter ». Et bien ça a eu un impact. Évidemment, c'est pas Joe Biden. En Slovaquie, et là, ça a eu un véritable impact. C'était en 2023, tu avais un candidat pro-européen qui s'appelle Michal Simeka, qui a été dégagé au profit du candidat populiste. Alors après, on ne sait pas si c'est grâce à cette fake news ou pas. Bon, évidemment, tu imagines bien que les progressistes, c'est grâce à cette fake news qui était nécessairement créée par les Russes, on imagine, sans aucune preuve derrière. Mais néanmoins, le gars a perdu. Et effectivement, avant le vote, tu avais sur les réseaux sociaux une deepfake extrêmement bien faite, où tu avais ce candidat en train de discuter avec une journaliste et en train de lui dire, de toute façon, on va truquer les votes, donc c'est sûr, on va gagner, etc., etc. Et donc, apparemment, ça aurait peut-être eu un impact. Alors, sur le sujet indien, que moi, je connais vraiment très, très bien, là, pour le coup, donc le milliard et demi d'Indiens qui est fiché par le gouvernement indien, il y a un risque, bien sûr, de surveillance massive. Il est très probable que c'est exactement ce que fait M. Narendra Modi aujourd'hui. Un risque de ciblage, c'est évidemment ce que fait M. Narendra Modi aujourd'hui. C'est pas exactement le plus immense démocrate de la planète, mais il est élu démocratiquement. Donc c'est pas parce que tu as une démocratie que tu n'empêches pas la manipulation, au contraire. C'est ce qu'on appelle la fabrique du consentement. Et le système indien, en ce moment, est copié en Angleterre. Donc, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des manifestations gigantesques en Angleterre sur le projet de Digital ID, d'identité digitale en Angleterre. Et là, les Anglais vraiment se soulèvent là-dessus en disant il n'en est pas question, on n'est pas là pour être fiché. Merci mais non merci, vous gardez vos systèmes pour vous. Alors attention, ça va nous tomber dessus aussi. Tu sais, il y a de plus en plus
projets de carte d'identité digitale, de passeport digital, ça va rappeler à tout le monde, bon, évidemment, de carte vitale digitale, les retenues à la source automatisées sur tes impôts, etc., etc. Donc tout ça, c'est bien, c'est pratique pour garder la mainmise sur les citoyens, et ça va surtout nous rappeler les idées de pass. Le génial pass sanitaire, bientôt le pass écologique, il y a quand le pass citoyen, donc tout ça. Donc il y a un vrai risque, il faut être très attentif à ça. Et il y a des réglementations, mais surtout ce qu'il faut avoir en tête, c'est que réglementer n'empêche absolument pas et n'a jamais empêché d'innover. C'est extrêmement intéressant, Joachim. C'est vrai que culturellement, les Anglais, le contrôle d'identité, c'est pas trop leur tasse de thé. Avant, quand c'était la simple carte d'identité, c'était pas du tout comme en France requis de se promener avec une carte d'identité. Et bien évidemment, les cultures d'un peuple ne sont pas les mêmes. Par exemple, en Russie, ils ont un système digitalisé où ils ont tout. C'est super pratique. Ils ont tout le téléphone, tu rentres à un endroit, tu as tout. De l'enterrement, les naissances, les impôts. Alors, si tu es un citoyen lambda qui n'a rien à se reprocher, tu as un gros poids administratif en moins. Par contre, tu es bien fiché. Tout. Oui, mais genre, où t'es, qu'est-ce que tu as payé, comment tu as fait. Qui décide ce que tu as à te reprocher ou pas? Toi, tu penses que tu n'as rien à te reprocher. Mais un beau matin, le gouvernement va se dire que si, tu as un truc à te reprocher. Regarde ce qui se passe en Chine. Le fameux crédit social, c'est absolument ahurissant. Donc, ils jouent, tu sais, on ne va pas rentrer dans une analyse des structures morales des sociétés, mais sur tu sais, en gros, tu as la peur du gendarme, tu as la peur de l'humiliation publique, et tu as le fait d'avoir intégré en toi la notion de moralité. Donc, ces sociétés chrétiennes ont intégré en elles les notions de moralité. Les sociétés asiatiques, c'est plutôt l'humiliation publique, et le reste du monde, c'est un peu plutôt la peur du gendarme. Et évidemment, tout le monde a les trois, mais c'est à différents poteurs. Alors, en Asie, l'humiliation publique, c'est un outil extrêmement fort d'application de la morale publique et du sens civique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils te mettent, dès que ta carte à points de citoyen, parce que tu as traversé en dehors des clous, parce que tu n'as pas remboursé une dette, parce qu'il est possible que tu n'aies pas bien parlé du parti à un moment ou à un autre, ou que tu aies pris 2-3 dénonciations à nouveau par des voies numériques, donc ton code, hop, tu es affiché. On te met dans les rues. Donc, tu es partout dans la rue, tu peux plus voyager, tu vas être confiné à 30 km, puis à 20 km, puis à 10 km. Donc, ils utilisent aussi une forme de confinement. C'est épouvantable. Et qui décide de ce que tu as à te reprocher ou pas? C'est pas toi. Donc, le citoyen qui n'a rien à se reprocher doit être content que la numérisation facilite sa vie. Non. Il faut qu'il soit très, très prudent. Clairement. C'est vraiment très intéressant la manière dont tu abordes les choses, parce que tu parlais tout à l'heure de libertarianisme. Clairement, on t'assomme avec ça tout le temps sur X. Et évidemment que les IA produites par des États où l'État compte, comme la Russie, vont pas être les mêmes IA que des libertariens. Qui, bon, entre nous soit dit, quand on parle de Milei, ça marche pas très bien. Hein. Il faut 40 milliards d'aides, de soutien et beaucoup d'ingérence pour le faire élire. Mais c'est un autre sujet. Mais tu as remarqué une chose? Effectivement, ça marche pas très bien. Mais qu'est-ce que les chaînes d'information continues, et alors au hasard CNews, BFM, LCI, mettent tout le temps en avant, c'est qu'il a eu des élections de mi-mandat auxquelles personne ne comprend rien parce que c'est l'Argentine et tout le monde s'en fout, qui sont, paraît-il, alors un succès mondial, c'est un gros succès. Non, il les a pas gagnés. Il a augmenté son empreinte au Parlement. Mais il n'a pas gagné ces élections. C'est présenté comme une victoire. Donc on ne te dit pas l'Argentine de Milei, en fait, elle a foutu à la rue plein de gens. On ne sait pas du tout ce qu'on te dit. On te dit c'est Milei, il est génial finalement. Tout le monde le critiquait. Et Nananer le loup, vous voyez bien, les affreux socialisants, que plus il y a de liberté et moins il y a de contrôle, plus ça marche. Et d'ailleurs, il a même Vox Populi, Vox Dei, même la population le porte au pouvoir encore plus. Alors que c'est de la manipulation d'information. Ça n'est tout simplement pas exact. Ça n'est pas faux, mais ça n'est pas exact. On avait pris l'exemple, ici, Poutine donnait 40 milliards à, je sais pas, Viktor Orban, et puis envoyait Dourov avec des télégrammes qui inondent tout le monde en disant allez votez Orban. Je pense qu'il y en a un ou deux qui penseraient qu'il y a un petit peu d'ingérence.
Alors, ce que tu nous as parlé des résistances, que ce soit un peu ridicule ou des sérieux. Mais est-ce que c'est pas, je vais faire l'avocat du diable, est-ce que c'est pas illusoire face à la domination du marché par des acteurs ultra puissants américains, chinois, et par extension, est-ce qu'il ne serait pas temps d'avoir une souveraineté digitale, vraiment réelle, bien de chez nous, puisque même Suisse ont commencé à faire ça, si j'ai bien compris, elle n'est pas totale, mais ils se sont dit, bon, ça serait bien dans le monde qui arrive. Est-ce que c'est pas le nucléaire du futur? Est-ce que c'est pas un plan Mesmer pour développer notre souveraineté digitale? Bah, t'as parfaitement raison, parce qu'en fait, c'est évidemment une question qui est au cœur de ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est que cette course à la prise de marché, à la conquête de marché de la part de ces grands fabricants, fournisseurs d'intelligence artificielle, face à la lenteur nécessaire et normale d'une régulation étatique, qui va gagner, c'est plus probablement les GOMAX. Alors effectivement, le sujet de la souveraineté digitale est de plus en plus, enfin, a toujours été depuis 2010, depuis que l'Internet est vraiment devenu, ça apparaît en 98, mais c'est vraiment à partir de 2010 que ça change les façons d'échanger des biens, d'échanger des idées, d'échanger énormément de choses. Et c'est aux mains des Américains depuis le départ. Donc là-dessus, il y a eu vraiment une démission européenne, mais disons plutôt française en particulier. On a abandonné plein de capacités là-dessus, et on les a laissés passer aux États-Unis. Il faut savoir que le big boss qui a permis le développement de l'intelligence artificielle de Google, c'est un Français. C'est un Français qui a permis l'intelligence artificielle de Google. Donc, c'est du gâchis, si tu veux. Ça, que le gars aurait peut-être pu le faire pour Atos, on aurait pu le faire pour Thales, on aurait peut-être pu le faire pour Orange, je ne sais rien. Mais alors, évidemment, le Français en question, il faut savoir que d'abord, il devait avoir un salaire absolument formidable, mais la seule chose qu'on connaît, c'est le bonus qu'il a touché, je crois, en 2020 ou 2021. Et juste en bonus, il a touché 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Donc, si tu veux, quand t'as le chéquier illimité, c'est comme les grandes organisations criminelles, tu peux tout offrir. Donc, aujourd'hui, oui, les GOMAX ont le chéquier illimité. Donc, ils ont le chéquier illimité et ils ont surtout les canaux de communication. Donc, ils ont la capacité à travers les réseaux sociaux, et ça, c'est monstrueux. Ils ont le chéquier illimité et les réseaux sociaux qui permettent de façonner l'inconscient collectif et la fabrication du consentement, le fait qu'on en parlait sur les bijoux de la couronne volée, etc. Et pour moi, c'était un symptôme de résignation à la médiocrité. Tu façonnes cette résignation. Et tu peux la façonner à coup de... On façonne l'habitude au libertarianisme à coup de tweets, de TikTok, de machin, etc., etc. Et c'est la tempête parfaite, comme disent les Américains. Tu vois, même moi, c'est la perfect storm. C'est que ces gars-là, ils ont à la fois le chéquier illimité qui permet de financer les campagnes électorales, évidemment. Et donc là, on l'a vu, le premier à avoir financé ces campagnes électorales par les grands acteurs du numérique, c'est Barack Obama. Avant, c'était plutôt le complexe militaro-industriel et pétrolier. Avec Barack Obama, c'est vraiment les fournisseurs d'accès Internet et les Google, etc., qui ont vraiment financé sa campagne. Depuis, ça ne s'est pas arrêté. Donc, les premiers financeurs de campagne. Regarde, quand c'était plutôt du côté démocrate, mais dès que Trump est arrivé, il y avait qui derrière lui à sa réélection? Tu avais tous les géants de la tech, à commencer par Zuckerberg et évidemment Elon Musk. Donc, il y a un sujet majeur de souveraineté digitale, parce que ce sont des gens qui, en plus, n'ont même plus le sentiment d'État. C'est ça qui est très curieux, tu vois, c'est qu'on se retrouve... C'est même pas des gens qui vont tellement défendre les États-Unis. C'est ça qui est un peu curieux, tu vois. C'est avant, quand c'était des complexes militairement industriels, tu disais, mec, t'es là, faut imposer l'OTAN à tout prix pour qu'ils achètent nos F-16, nos F-105, etc. Mais là, les mecs s'en foutent un peu, les États-Unis. Ce qu'ils veulent, c'est un cadre légal ultra libertarien, avec une circulation des capitaux sans aucune contrainte, et eux, des zones où ils sont sécurisés physiquement, ils ont accès à tout, etc. Et pour eux, leurs enfants et leurs copains, et le reste peut crever, si tu veux, et que ce soit américain ou pas, ils s'en tapent. Donc, ce qui fait qu'on arrive à un moment assez étrange de l'évolution de l'humanité, où, alors c'est très bien montré dans il y a une série notamment en ce moment qui s'appelle Alien Earth. Ça paraît contre-intuitif parce que ça parle de aliens, mais en fait ça parle surtout de ça. Ça parle du fait que le monde est dirigé par 5 conglomérats internationaux et que les États ont disparu. Donc
on s'oriente, si tu veux, de plus en plus, et ça, l'intelligence artificielle et cet algorithmique va arriver, où la souveraineté digitale, ce sera même plus une question de drapeau. Vraiment, ce sera plus une souveraineté sous drapeau ou pas, ce sera une souveraineté sous X, une souveraineté sous Google, une souveraineté sous OpenAI, Microsoft, et qui vont s'affranchir complètement des frontières nationales et des réglementations internationales. Donc le sujet va même plus être tellement de savoir si on se dissout dans l'Union européenne à travers un État fédéral. Ça, c'est évidemment, il faut être extrêmement attentif à cette dérive lamentable de perte de souveraineté, parce elle va s'accompagner par la mise en place par la prise en main, évidemment, qui est déjà en cours de ces GOMAX sur le paysage européen. Mais c'est même plus tellement ça, c'est que si on abandonne l'échelon de la nation, on ne pourra pas se battre contre ces géants de la tech qui vont de toutes les façons démanteler les États-Unis eux-mêmes. Donc, on ne pourra pas se battre contre les géants de la tech parce que nous, on n'en a pas de géants. Ce n'est pas Mistral AI, ce n'est pas Atos, ce n'est pas Capgemini qui peuvent rivaliser contre Meta ou contre Google. C'est même pas en rêve, ou contre Microsoft. Donc il n'y a que la puissance nationale, la puissance étatique avec sa capacité de réglementation et le fait qu'elle détient le monopole de la violence légitime qui permettra de ralentir le potentiel la potentielle, si tu veux, mise sous tutelle de la totalité de la population mondiale par des géants comme Tencent, par des géants comme Baidu, par des géants comme Microsoft. Et c'est plutôt à ça qu'on a à faire face. Et donc, il faut absolument privilégier, à mon avis, le niveau national et la coopération internationale, mais la coopération entre États-nations. Et ça, à l'échelle européenne, c'est en train de se faire. Les AI Act, etc. Parce qu'il faut bien comprendre que les AI Act, ces trucs-là, ce sont des choses qui sont du ressort de la responsabilité des nations. C'est mis au niveau européen, parce que comme ça permet de le faire plus vite. Mais l'Union européenne, telle qu'elle existe aujourd'hui, et d'ailleurs très largement grâce à M. Nicolas Sarkozy, que je tiens à saluer ici, dispose de deux, grâce au traité de Lisbonne qui nous a été enfoncé dans la gorge, dispose de deux compétences exclusives qui sont les négociations commerciales et les règles sur la compétition. Dans le cas des réglementations sur l'IA, effectivement, on a un problème parce que la Commission a un pouvoir un peu exorbitant par rapport aux États, puisque les règles sur la compétition qui doit être libre, pure, cristalline, ce qui n'existe évidemment pas, donc complètement libre. Normalement, on devrait dire qu'on ne met pas, d'ailleurs c'est libertarien au dernier degré, les règles de la compétition européenne, les règles de la concurrence européenne, ne devraient pas nous permettre justement de demander à ce que les algorithmes soient bridés, etc., etc. Pourtant, on y arrive. On a fait les AI Act et on y arrive. Alors pourquoi ? Parce qu'on ne parle pas là de libre concurrence, on va parler là de protection des populations. On arrive encore à parler à des accords internes entre nations à ce niveau-là. Mais effectivement, il y a une chose dont il faut se débarrasser très vite, et ça c'est extrêmement grave, c'est la compétence exclusive de l'Union européenne sur la gestion de la libre concurrence sur le territoire national. Parce que si c'est l'Union européenne qui s'en occupe, c'est directement les États-Unis. Donc là, à nouveau grâce au président le plus américain de l'histoire de France, M. Nicolas Sarkozy, qui nous a mis dans le commandement intégré de l'OTAN et qui a accéléré la prise en compte du traité de Lisbonne qui donnait ces deux compétences exclusives, et la plus grave étant évidemment que la libre concurrence n'est gérée que par Mme Ursula von der Leyen aujourd'hui et plus par les chefs d'État. Donc vous imaginez bien que c'est géré directement par les États-Unis. Quand Mme von der Leyen explique qu'elle va voir Papa Trump, son père, elle l'explique, elle l'a dit clairement, ça, quand elle allait aux États-Unis, qu'elle allait voir Daddy Trump. Et Trump qui fait la blague, yes, come to daddy. Mais c'était ultra choquant. Donc, il faut impérativement sortir de ce traité de Lisbonne, mais alors vraiment au plus vite, si on veut se protéger de l'infestation algorithmique, ça veut rien dire l'infestation algorithmique, mais de la prise de position dominante définitive sur nos populations par les GOMAX, parce qu'elle existe déjà. C'est peut-être un petit peu décousu comme discours de ma part, mais en tous les cas, il faut impérativement sortir de ce traité de Lisbonne qui est un piège mortel pour lutter contre l'explosion de nos systèmes démocratiques qui va arriver et qui se fera par le libre consentement de tous. À nouveau, quand on parle j'aime bien ce que dit Eric Sadin là-dessus, parce que l'immense majorité des gens qui critiquent l'IA et qui, à juste titre, les risques de l'IA, parlent de techno-tyrannie ou de technofascisme. Il n'y aura
parle pas de technofascisme, c'est pas le cas. Quand on vous propose, on vous demande est-ce que vous êtes d'accord avec les conditions générales d'utilisation. C'est vous qui appuyez en disant oui, je suis d'accord. Il vous la force pas c'est vous qui appuyez. Donc il y a pas, il va y avoir une espèce de consentement collectif, et ça c'est très dangereux, comme tu le disais très justement, Georges, parce que si tu n'as rien à te reprocher, c'est tellement pratique. Ah oui, c'est super pratique. Mais après, au revoir liberté, au revoir travail, au revoir liberté d'expression, au revoir accès libre à la santé, accès libre à l'éducation, accès à truc. Au revoir. Tout ça va être volatilisé en quelques années parce que tu as des rapaces et des vautours qui veulent absolument s'accaparer les services publics français, machin, etc. Tout ça va être accéléré par l'impossibilité de lutter contre la concurrence qui doit être libre et sans contrainte grâce à nouveau au choix de nos dirigeants en 2008 de nous enfoncer dans le traité de Lisbonne. Et là, il faut se rappeler de l'extrême bon sens de la population française qui avait dit on n'en veut pas de votre constitution européenne parce que c'est un piège mortel. On nous l'a réenfoncé, ce qui est la pire trahison, une des pires, c'est en fait la pire trahison qu'on ait jamais commise dans l'histoire de France, c'est celle-là. Et il n'y a aucun équivalent en fait si on regarde historiquement d'une telle trahison sur le peuple français que le parjure du vote contre la Constitution européenne, cette même Constitution qui donnait donc le pouvoir sur la législation de la libre concurrence à l'Union européenne, et qu'on a refusé collectivement, on a dit non, et derrière, on nous l'a réenfoncé dans la gorge. Ça, c'est la plus grande trahison de l'histoire de France, à mon avis. Si quelqu'un a un contre-exemple, enfin un exemple encore plus grave de trahison, oui, bon, alors, évidemment, il y a on pourrait parler de Pétain et de l'État français, mais est-ce que c'est je sais même pas si c'est à ce niveau-là de trahison. Et enfin bref, tout ça pardon, je digresse à mort, mais effectivement, tu as raison, la souveraineté digitale est un phénomène absolument gravissime, et enfin c'est un sujet extrêmement important. L'État supranational européen sera incapable de nous protéger parce qu'il a pour rôle d'assurer la libre concurrence. C'est au niveau national, c'est au niveau des accords entre nations que ça va se faire. Sinon, ça ne se fera pas. Et on est déjà en train de se faire bouffer. Rappelez-vous ce que disait le général de Gaulle quand il a fini toute cette période tragique de la décolonisation, quand il a fini cette période, il a dit maintenant qu'on a fini, on est sorti de la phase de colonisation française, à notre tour de nous décoloniser, et il parlait des États-Unis. Il faut qu'on se décolonise des Américains avec Hollywood, avec machin, etc. Il faut se décoloniser. Et c'est le général de Gaulle qui en avait parlé comme ça, à la perfide. Vous imaginez bien que c'est exactement l'inverse qui a été mis en avant par les gouvernants français depuis le général de Gaulle. Là, la décolonisation, faut pas rêver, mais au moins protéger ce qui nous reste de liberté personnelle et de liberté publique, et donc sortir immédiatement du traité de Lisbonne et mettre en place des accords entre nations concernées pour sauver nos démocraties face au risque réel qui est déjà là, qu'on voit, qu'on constate. Il n'y a qu'à allumer BFM ou CNews, vous le constaterez. On nous bourre le crâne déjà avec les libertariens, c'est bien. D'après vous, ça vient d'où, ça ? Eh bien, sur ce, merci Joachim. On pourrait continuer à en parler longuement. C'est très très clair, très précis et précieux. Merci pour cette chronique. Et on te donne rendez-vous dans 2 semaines. Avec plaisir. Alors, entre-temps, écoutez Asma Mala, c'est son nom, Asma Mala et Eric Sadin, c'est parmi les voix les plus intelligentes et les plus éclairées sur le sujet en ce moment en français. Et vous en avez plein d'autres. Vous avez évidemment Cédric Villani, vous avez ces gens-là, et Nicolas Miaille, je recommande ce que fait Nicolas Miaille. Et voilà, mais Eric Sadin, Asma Mala, c'est super. Renseignez-vous, informez-vous, et rien n'est perdu. Et puis les grands anciens aussi, Jacques Ellul et avant oui, un certain Platon sur la liberté. Évidemment. Il y a 2 ou 3 très beaux textes qui sont parfaitement d'actualité. Même si la technologie a un petit peu changé depuis la Grèce antique jusqu'à aujourd'hui, mais le fondement est là, et je pense que c'est vraiment toujours important de parler de liberté, parce que s'il y a bien quelque chose qui caractérise non pas le monde judéo-chrétien, c'est une construction un peu bizarre, mais par contre le monde gréco-romain, c'est ça l'Occident, oui. c'est la recherche de la liberté.
Et là, elle est à risque. Merci Joachim. On va te libérer juste à temps, je crois, pour tes autres obligations. Et bien, à très bientôt pour cette chronique Tech IA. À bientôt. Bye.